qui est spécialiste des questions urbaines à l'IDRI, membre de ressources, qui va animer la discussion. Je vous remercie d'accueillir Laure Criqui et Jérôme Chenal. Alors, oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et la possibilité d'avoir une discussion donc, avec Jérôme Chenal sur un format un petit peu original et différent d'une table ronde classique. Alors, Jérôme Chenal, donc architecte et urbaniste, qui travaille à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et notamment qui a développé ces dernières années un MOOC, donc un cours en ligne ouvert sur la planification urbaine africaine. Et je trouve que c'est une excellente... une activité et un résultat qui est excellent en termes d'introduction à cette discussion sur la dualité de la Smart African City, puisque ça traite à la fois des questions de planification urbaine en Afrique, mais aussi via un nouvel outil, un nouveau support qui est numérique en l'occurrence. Et donc je voulais vous demander, pour commencer cette discussion, pourquoi avoir choisi ce média du MOOC? Qu'est-ce que ça change? Et dans quelle mesure est-ce que la participation à ce MOOC vous permet d'appréhender éventuellement un intérêt et une appétence de la part notamment des urbanistes africains sur ces questions? Alors pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas tout à fait pourquoi j'ai fait ça au début, puisque les MOOC, donc les Massive Open Online Courses, ont été inventés par les États-Unis, comme souvent dans ce genre de pratique. Et donc c'est Stanford qui commence à mettre ses cours en ligne, et MIT, Harvard, voyant ça, se disent on ne va pas laisser Stanford faire, donc on va aussi nous faire nos propres MOOC, et c'est Coursera et edX qui deviendront les deux grandes plateformes mondiales. Et comme à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, on est très proche de ce mouvement anglo-saxon, notre président de l'époque s'est dit on va quand même pas laisser les Américains faire ça, donc on va aussi nous, Suisses, faire des MOOC. Et on a commencé dans les premiers en Europe et dans les tout premiers. Et donc, ils ont lancé des appels en disant qui veut faire des MOOC. Alors, comme personne ne savait ce que c'était et on ne savait pas non plus ce qu'on allait faire, et, donc forcément, ça m'a intéressé en se disant tiens, il y a un truc là qui se passe, on va faire peut-être une invention, on verra. Et c'était assez passionnant parce qu'on a vraiment, ça permettait pour une fois de ne pas être sur de l'ingénierie suisse ou ingénierie allemande comme d'habitude, où on teste 50 000 fois la porte de cuisine, savoir si elle va tenir pendant les 25 prochaines années. Donc là, on a commencé à rouler avec la voiture qui n'avait que 4 roues et légèrement un volant, et on a mis le moteur au fur et à mesure et on a mis la carrosserie. Et pour moi, c'était ça la première révolution, c'est que ça changeait nos pratiques d'imaginer les choses où on ne connaissait pas le produit final avant de le commencer. Et ça, c'était la première révolution, et c'est ça qui m'intéressait parce que je suis un petit peu geek à mes heures, donc je me suis dit il y a un truc qui se passe, on va aller voir. Et l'autre chose, c'est que ça permettait de réimaginer la manière dont on enseigne. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on imaginait au début 500, 1000 personnes qui allaient suivre les cours, et le premier cours qui s'appelle Villes africaines, introduction à la planification urbaine, qui est en français, a aujourd'hui 32 000 participants. Et donc ça veut dire que ça donne une énorme visibilité. Ça veut dire surtout qu'il y a 32 000 personnes qui s'intéressent à la planification urbaine, ce qui était pour moi un truc absolument incroyable. Je pensais qu'on était 3 et qu'ils étaient dans cette salle. Et donc c'est un mouvement comme ça, et c'est passionnant parce qu'on donne pas de diplôme, et les gens font ça juste pour la connaissance. Et ça, c'était un grand apprentissage aussi. Moi, je pensais que si on ne me donnait pas de diplôme à la fin, il ne fallait pas apprendre. Et on est sur un terreau qui est contraire, quoi. Alors, on voit bien, du coup, avec ce processus, comme vous le dites, à la fois d'apprentissage en marchant, finalement, sur le MOOC, et aussi avec l'audience que ça a pu avoir, à la fois des nouvelles méthodes qui sont rendues possibles par les outils numériques, et puis un taux de pénétration et d'impact sur les populations qui est extrêmement important.
important. Alors du coup, j'aimerais qu'on revienne aussi dans cette discussion sur la manière dont justement le numérique va pénétrer en Afrique, non pas tant finalement sur les chiffres, on en a parlé, hein, de la pénétration notamment des téléphones portables, mais en termes d'usage. Comment est-ce que, d'après vos expériences et votre connaissance des villes africaines, le numérique entre dans la vie quotidienne des gens et comment est-ce que ça amène potentiellement à transformer la vie urbaine, l'expérience urbaine et les pratiques urbaines? Alors, ça dépend de quel numérique on parle. Si on parle des MOOC et d'Internet, c'est encore... de nouveau, on a inventé des nouvelles choses qui permettent de montrer que dans la plupart des pays africains, il y a un retard par rapport au débit, par rapport à tout ça. Donc, à ce jeu-là, on sera toujours gagnant. Et donc, si on prend les MOOC, on arrive plutôt dans les villes, plutôt les grandes villes connectées et plutôt les gens aisés qui payent la connexion ou les étudiants dans les universités. Mais de mon point de vue, je ne veux pas dire que ce n'est pas mon problème, mais à un moment donné, ça ne sert à rien de mettre du numérique et du débit s'il n'y a pas de contenu à regarder. Donc moi, je me situe dans la partie des gens qui mettent du contenu. Et après, il y a d'autres qui font des tuyaux dans lesquels passent des gigaoctets. Et on a chacun notre métier. Et c'est la poule et l'œuf. Donc, des fois, le gigaoctet arrive avant le contenu et des fois le contenu. Mais au moins, ce contenu et cette visibilité de contenu met une pression constante sur les gouvernements, sur les opérateurs pour libérer un peu. Et ça, c'est la première partie. Après, le téléphone portable... je pense qu'il y a une utilisation beaucoup plus, je dirais, intensive dans la plupart des pays subsahariens où on a 2-3 téléphones parce qu'il y a 2-3 opérateurs. Alors heureusement, les Chinois ont inventé la double carte SIM. Il a fallu attendre les Chinois pour cette invention qui semble un petit peu tout à fait basique, mais il y a un taux de pénétration, alors avec d'autres usages, hein, on bip en général, donc c'est celui qui est le plus riche qui rappelle, parce que quand vous n'avez pas de crédit, vous avez beau avoir un téléphone, vous ne pouvez quand même pas appeler, et donc on a juste suffisamment de crédit pour faire un bip ou 2 bips, et le plus riche. Donc c'est des pratiques qui se sont développées, mais il n'empêche qu'on retrouve maintenant le téléphone portable à peu près partout. Alors, ce n'est pas le dernier smartphone d'Apple. Il y a encore des vieux Nokia, mais ça fonctionne tout à fait bien. Et les usages et la technologie sont totalement adaptés à cette situation. Oui, tout à fait. On voit là, avec donc, à la fois l'exemple de la double carte SIM par les Chinois, qu'en fait, il y a une appropriation de ces nouveaux outils qui n'a pas forcément à voir, en fait, avec le modèle extrêmement attractif international de la Smart City, tel qu'on nous la vend dans les médias, dans les grandes entreprises. Comment est-ce que vous voyez ces deux, je dirais, presque deux mouvements parallèles? Est-ce qu'ils se connectent parfois ou pas entre le téléphone portable de chacun et la Smart City et le modèle de la Smart City? Ça dépend de la définition qu'on veut donner à cette Smart City. Si la Smart City serait une ville faite des intelligences des gens qui y habitent, donc des usagers, on est dans des Smart Cities depuis très longtemps en Afrique. On fait, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, les Africains font, et tous font de la Smart City sans le savoir. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une technologie, il y a un usage qui vient avec, et cette technologie vient aider un usage qui était prédéterminé. Donc on a, sincèrement, j'ai été fasciné il y a quelques mois. Je suis arrivé à Douala, on s'est assis à une terrasse, un petit marchand m'a vendu une carte SIM et 10 minutes après, je ne sais toujours pas comment, j'avais Internet sur mon téléphone, j'avais payé au gars d'à côté 10 000 CFA. Lui avait pris son compte, il avait fait tout ce qu'il fallait pour que j'ai ça sur mon téléphone. Sincèrement, j'ai la chance de travailler dans une des écoles, d'une grande école et où on a toute la technologie à disposition. Sincèrement, en Suisse, il faut plus que 10 minutes pour avoir une connexion Internet. Donc il y a une vraie efficacité et ça, je trouve ça fascinant. Quand vous allez à Cotonou, vous pouvez payer par SMS votre repas dans un maquis. C'est absolument fascinant. On est encore, nous, en train d'attendre que Apple nous dise comment on va utiliser le sans-fil et comment est-ce qu'on va payer. Non, chacun se débrouille. On a à Cotonou des gestions Uber
comme les taxis, sauf que c'est les mototaxis. Et comme il n'y a pas beaucoup de possibilités de connexion, on utilise WhatsApp pour avoir des systèmes pour commander son Uber. Ouais. Voilà. Alors, donc on ne va pas d'abord inventer l'iPhone 10, puis après on va faire suffisamment de pubs pour que des gens comme moi l'achètent. C'est ce qui se passe quand même. Et je l'achète, donc je parle en connaissance de cause. On fait exactement le contraire. Il y a une technologie qui est là, et on s'en saisit. Alors, vous avez dit le mot Uber, qui parfois dans certains pays est considéré un petit peu comme le spectre d'un marché complètement dérégulé qui va venir se greffer, voire déstabiliser les systèmes de transport public, par exemple. Cette ubérisation, typiquement, en Afrique, quel sens ça a ? Est-ce que ça vient perturber, typiquement, le système de transport urbain ? Et comment ça vient se greffer sur les pratiques actuelles de transport ? Je dirais que dans la plupart des villes, on dit Uber pour un truc qui existe depuis très longtemps. Donc on a juste réussi à coller un nom sur ce qui existe, qui est de la pratique de ce qu'on appelle le transport informel, que d'autres appellent le transport artisanal. C'est un peu plus chic qu'informel, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il y a un côté fascination. Pourquoi ? Et qu'on ne comprend pas, parce que nous, on cherche dans le transport et on cherche dans les usages des habitants des villes une efficacité technique et économique. Et en fait, ces systèmes ont une efficacité sociale. On a vu ça on s'est amusé parce qu'on s'amuse bien à l'école polytechnique. On a mis des petits capteurs GPS sur des mototaxis à Port-au-Prince, en Haïti. Et on a commencé à regarder ce qu'ils faisaient, les parcours, la vitesse, ce qu'ils gagnaient pour faire un petit peu de l'analyse spatiale. Et on s'est rendu compte que définitivement, ils n'étaient pas très pro pour l'efficacité économique parce qu'il suffisait de faire comme ça, et ils gagnaient bien plus leur vie. Bon, sauf qu'on a fait des entretiens aussi pour commencer à comprendre. Et les gens ne sont pas idiots, ils savent tout ça. Ils savent. Bon. Mais pour eux, socialement, ils font vivre, ils sont dans ce quartier, ils ont un rôle à jouer. Et c'est cette dualité-là qu'on n'arrive pas à comprendre. Et quand on veut amener une technologie et imposer la technologie, c'est souvent là contre ce genre de choses qu'on bute, parce qu'on pense que la personne veut absolument être le plus efficace possible et gagner le plus à la fin de la journée. Et quand on se met d'un point de vue social, on arrive sur des choses extrêmement différentes. Alors, on a parlé dans la table ronde précédente du rôle du numérique qui permettait à la fois d'informer la décision et aussi d'optimiser certains fonctionnements urbains. Est-ce que du coup, dans tout ce monde de la ville informelle, de ces services informels et des pratiques informelles, si on doit les appeler comme ça, est-ce que le numérique là amène quand même à certaines différences. Il y a pas mal d'exemples qui existent d'ONG ou d'entreprises sociales qui viennent appuyer notamment les collecteurs de déchets, qui leur permettent de structurer en un sens leur offre de services. Est-ce que vous voyez ça dans d'autres secteurs également, notamment si on parle de services essentiels ? Non, mais je pense qu'il y a plein de choses. Alors je vais comme tout bon conférencier, me contredire par rapport à ce que je venais de dire juste avant. C'est la richesse de la pensée. Voilà, il y a un besoin quand même de rendre les systèmes un peu plus efficaces. Je ne fais pas l'apologie de l'informalité en disant que tout ce qui est informel est bien mieux que ce qui est formel. Donc il y a un champ d'investigation qui est énorme sur des choses qui deviennent de plus en plus complexes. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de monde et de voitures, de mototaxis, de gens dans la rue. Donc à un moment donné, il faut bien gérer tout ça et on ne peut pas gérer que de manière individuelle où moi j'essaie de me faufiler pour gagner le maximum à la fin de la journée. Donc il y a ce besoin-là, mais le problème qu'on a, c'est qu'on oppose toujours, où nous on réfléchit en termes de puissance de calcul et pas d'usage. Et il faut partir de l'usage, pas de la puissance de calcul. Bon, on connaît la puissance de calcul, c'est très bien, on peut avoir des senseurs partout, mais ce n'est pas très utile si on ne sait pas quoi en faire et que ça ne nous sert à rien. Alors il y a des expériences. Dans la recherche aujourd'hui, on part un peu des deux côtés, on ne sait pas trop, on ne sait pas si... On prend des données de la téléphonie mobile et puis on fait des challenges, puis on se dit qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Donc, ça, on part de la puissance de calcul. On arrive parfois à des choses bien, mais à un moment donné, si cette puissance, si toute cette technologie n'atteint pas un usage spécifique et donc une culture,
on n'y arrive simplement pas et ça ne sert à rien. Et pour ça, on a quelques bons exemples. Je prenais la double carte SIM, c'est ce qu'on appelle des reverse innovations, parce qu'on est parti de la compréhension de ce qui se passait dans la rue, simplement. Et tout le monde aurait pu inventer une double carte SIM. Enfin, je fais pas des téléphones le soir, mais j'imagine que ça pose pas de problème. Si les Chinois ont réussi à mettre 2 cartes SIM dans un téléphone, je pense qu'en France ou aux États-Unis, on doit y arriver aussi. Donc, c'est pas la question de la difficulté de l'invention, c'est juste la question de la compréhension de l'usage. Et si on va juste avec les questions de technologie et c'est tout, on n'arrivera strictement à rien. Tout à fait. Et donc du coup, non seulement se raccrocher aux usages, mais même partir de cela, donc finalement une approche beaucoup plus bottom-up sur la manière dont on peut utiliser le numérique. Après, il y a un défi quand même qui est assez général quand on parle des startups, qui est qu'on va avoir des projets pilotes qui vont commencer à se développer, à bien fonctionner. Tout l'enjeu après va être potentiellement de passer à l'échelle. Passer à l'échelle dans des villes qui sont en croissance extrêmement rapide, ça pose évidemment des enjeux en termes de régulation, je dirais, en un sens, pour assurer que tout le monde puisse bénéficier de ces innovations. Comment est-ce que vous voyez là les dynamiques dans les villes africaines ? Est-ce qu'il y a des opportunités pour que certains services, nouveaux services numériques, prennent leur place dans les politiques urbaines Je pense que les projets qui marchent le mieux, c'est ceux qui ne passent pas par la phase projet pilote. Bon, les prototypes, tout ça. Parce qu'à un moment donné, si on prend tout dans l'ordre, on ne va jamais y arriver. Hein. Sincèrement. Il y a une urgence, il y a un grand défi. Alors tout le monde est d'accord sur le diagnostic. Hein, il manque tant de choses, il faut y aller. Bon, à un moment donné, soit on sort l'artillerie lourde, soit on n'y arrivera pas. Donc, toute la question du prototype à petite échelle, on a regardé, on a fait venir 54 experts qui ont fait des rapports pour dire que c'est bien. Non, les choses qui fonctionnent, c'est qu'elles sont passées à la grande échelle directement. Alors, quelle serait cette artillerie lourde ? Eh bien, justement, c'est qu'une technologie, un logiciel, une idée, il faut la mettre directement sur le marché, entre guillemets, sur l'ensemble de la ville, l'ensemble d'un continent. Et sincèrement, les petits programmes qui testent, je voudrais vexer personne, donc j'ai cherché un exemple. Mais une petite construction dans un petit quartier pour voir si c'est bien le matériau qu'on va utiliser, puis qu'une fois qu'on le met à grande échelle, on se rend compte que dans le pays, il n'y a pas assez d'entrepreneurs pour construire tout ça. Ça ne sert à rien, on a perdu du temps. Donc, il faut à un moment donné arrêter avec ces questions de projets pilotes, de choses comme ça. Alors bien sûr, dans l'industrie, on fait des prototypes, hein, je ne nie pas tout ce qu'on fait, mais sur le marché, on ne va pas commencer à tester à petite échelle dans un quartier, savoir si la technologie va prendre. Sincèrement, les gens, soit ils la prennent, soit ils ne la prennent pas. Et donc, on n'a pas le temps pour ce genre de choses. Et puis ensuite, il y a aussi une autre chose là derrière, c'est qu'on a l'impression qu'il faut absolument que tout soit articulé, intégré. Mais non, il faut aller tout azimut avec les projets. On n'a pas besoin d'avoir toutes les données sur un seul et unique serveur avec un même langage informatique. Donc là aussi, il y a, et c'est notre grand défaut, et c'est ce que le numérique permettrait de ne pas faire, et qu'on est en train de plonger dedans, c'est la standardisation et l'uniformisation. Et je parlais des MOOC tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on inventait la voiture en même temps qu'on roulait. Sincèrement, maintenant, dans la même école qu'a inventé ce genre de choses, on est en train d'être beaucoup plus embourbé. Pourquoi ? Parce qu'on veut chercher des standards maintenant. On veut dire, alors comment on fait ? Puis ceci, puis ça, puis voilà. Et donc, c'est quand on commence à réfléchir là-dessus qu'on perd la question de l'innovation. Et pour moi et pour les gens qui sont ici, je pense qu'une des questions qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on passe de cette force de l'innovation à quelque chose de durable sans passer par s'embourber dans des procédures, des standards, des lois, et puis qu'à la fin, il y a l'Europe qui vient dire voilà, il faut mettre tant et tant, et c'est comme ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour justement pas tomber là-dedans ? Alors, vous avez prononcé le mot durable dans votre intervention. Pardon, non. Alors, oui, tout y est. Mais alors, du coup, justement, dans quelle mesure, pour repartir sur une vision peut-être un petit peu plus générale, cette Smart City est-elle durable ? Comment peut-elle être durable ?
Alors moi je suis alors bon, on va pas revenir sur les définitions de durable, mais on comprend à peu près tous ce qu'il y a là derrière, c'est qu'on n'est pas tous d'accord sur la question de la durabilité économique, hein, qui entre en compétition avec la durabilité environnementale assez rapidement, mais passons. Bon, on comprend à peu près ce qui est durable. Après, moi, j'ai aucune piste et je vois pas du tout en quoi cette Smart City serait sincèrement. Je veux dire, vous regardez les nuages, le cloud qu'on nous vend, c'est pas, c'est des grosses entreprises, des millions de mètres carrés quelque part au Texas, dans l'Arizona. Chaque écran là derrière, il y a une mine quelque part avec des terres rares, avec des composants. Donc l'impact environnemental, le footprint de la Smart City, il est considérable et il est peut-être plus important que la ville classique qui est soi-disant non durable. Bon, donc, mais ça, on s'en fout parce que c'est ailleurs. Et sincèrement, si vous commencez à décomposer tout ça, toute cette question du numérique, on est sur de la spatialité. Alors, c'est mon métier, donc c'est ce qui m'intéresse. Mais sincèrement, pour que je puisse communiquer, pour qu'il y ait 64 gigas de données dans mon téléphone, ça veut dire quelque part, il y a une petite armoire où est stocké mes gigas dans mon cloud. Et cette petite armoire, elle chauffe, donc on a besoin d'énergie. Donc il y a quelque part une centrale nucléaire qui fait fonctionner la petite armoire. Et puis on a besoin d'eau parce que ça chauffe trop. Donc il y a une source quelque part. Et on est dans des situations aujourd'hui où à la fois on dit comment on va donner l'eau dans toutes ces villes en mettant du numérique qui capte des quantités beaucoup plus grandes en eau et qui permettrait d'alimenter toute la ville, mais on s'en fout parce que ce n'est pas au même endroit. Et donc, d'un point de vue global, rien ne nous prouve aujourd'hui que la Smart City, serait plus durable que la ville classique. Bon. Alors là, on rentre sur des questions un petit peu géopolitiques de la Smart City, mais c'est là où c'est intéressant aussi, puisqu'il y a justement dans les dualités de la Smart African City des enjeux extrêmement locaux de développement urbain et aussi des enjeux internationaux. Et ce concept, ce modèle de la Smart City est véhiculé par des grandes multinationales, IBM, les GAFA, etc. Comment vous voyez le positionnement de ces acteurs en Afrique aujourd'hui et dans quelle mesure est-ce que potentiellement des startups ou des entrepreneurs africains peuvent arriver à faire leur place face à ces géants, parce que mine de rien, c'est quand même un grand défi. Bon, alors il faut revenir quand même. Hein, le concept a été Smart City inventé par IBM pour vendre des ordinateurs. Hein. C'était pas pour le bien-être des populations dans les quartiers. Hein. Ça, c'est la première chose. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Hein. Attention, on parlait tout à l'heure, le collègue disait il ne faut pas être romantique ni cynique. J'essaie juste, moi, d'être pragmatique. Donc, peut-être la manière de m'exprimer peut être considérée comme un peu cynique, mais je ne mets pas de jugement de valeur là derrière. Bon, c'est comme ça. C'est des faits, et moi, j'analyse ces faits et on essaie de les comprendre. Simplement que justement, il ne faut pas être romantique en disant que la Smart City est par définition durable. On s'interroge. Je ne sais pas. Il faut qu'on cherche un peu et qu'on commence à comprendre. Après, donc, si on remonte à la source, il faut juste comprendre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien d'acheter des ordinateurs IBM. Enfin, c'est peut-être plus ceux qu'on achète aujourd'hui. Mais à l'époque, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Ça veut dire juste qu'on comprend d'où ça vient. Ça, c'est différent, sans mettre de jugement de valeur. Et ça veut dire qu'il y a une pression d'un grand nombre de sociétés. Et soit à un moment donné, il y aura une résistance. C'est les luttes urbaines. Et heureusement, l'habitant des villes, quand vraiment ça ne va pas, il descend dans la rue et il casse tout. Donc c'est la seule marge de manœuvre qu'on a contre un certain nombre de grandes pratiques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, à Lausanne, d'où je viens, moi, je regarde sur Google Maps pour savoir quel bus je vais prendre à Lausanne. Donc, ça veut dire que c'est Google qui gère ma vie. C'est mon meilleur ami. Chaque fois que j'ai une question, je lui demande. Et il me répond. Et donc, c'est une réalité. Et c'est une réalité aujourd'hui où si on ne met pas en place un certain nombre de contre-feux, d'innovations, d'offensives, on va se retrouver avec Google qui gère toutes les villes du monde.
Et c'est très facile, ils ont toutes les données. Alors, avant de revenir sur les garde-fous qu'on pourrait avoir à mettre en place, c'est juste un dernier petit mot sur cette question des données, qui est évidemment absolument centrale. La big data, qui doit permettre théoriquement, sur la base d'une multitude d'informations actualisées en temps réel, etc., de gérer les villes de manière optimale, hein, en un sens. Vous défendez notamment dans votre MOOC et puis dans différents papiers le fait qu'il faut repenser la planification urbaine en Afrique. Comment vous voyez cette articulation entre planification urbaine et ces données, et comment gérer ces données pour permettre un bon développement urbain durable, s'il en est? Moi, j'ai une claire fascination pour toutes ces données, donc, sauf que je ne sais pas à quoi elles servent. Et vous non plus. Et donc, la première chose qu'on doit faire dans la gestion urbaine, alors on a quelques exemples, on a des petits détails, on sait qu'il y a tel projet qui fait ceci et tout, mais à large échelle, on ne sait absolument pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on produit, on ne sait pas comment on pourrait les utiliser. Donc il y a une vraie fascination, et je suis de ceux qui sont complètement fascinés, et je suis de ceux qui sont persuadés que les données de téléphonie mobile pourraient nous apprendre plein de choses sur les usages, et non pas forcément où on situe les choses, parce que ce qui m'intéresse, c'est que la planification urbaine aujourd'hui reparte des usages de la ville et donc de ses habitants, et pas d'une sorte de métalangage international qui dirait smart city égale durable, égale cadre de vie, égale je sais pas quoi. Ça, j'ai aucun intérêt là-dessus. Donc ce qui m'intéresse, c'est quand je suis à Dakar, de voir comment à Dakar ils vivent, et puis à Paris comment ils vivent, et à Lausanne comment ils vivent. Et quand on est de Lausanne et qu'on va à Paris et inversement, on se rend compte qu'on ne vit pas de la même manière, et pourtant on est quand même relativement proche la plupart du temps. Bon, donc ça veut dire qu'il y a des spécificités, et ce qui m'intéresse, c'est de repartir de ces spécificités-là. Après, la donnée, comme on l'appelle, permettrait de commencer à comprendre un petit peu. Sauf que, je veux dire, on a encore de l'expérimentation, on a encore des choses à faire, et on ne sait absolument pas. Et de nouveau, nos amis chinois sont un petit peu en avance sur nous. J'espère qu'il n'y a pas trop de Chinois dans la salle, puisqu'ils ont bien compris qu'il fallait, en même temps qu'on fait le grand palais de l'Union africaine à Addis Abeba, c'est quand même beaucoup mieux de mettre des micros, ce qui permet d'avoir des données, hein, comme ça on comprend la géopolitique. Et donc ça veut dire que toutes les routes avec les senseurs, avec les feux rouges, avec les caméras aux feux rouges, c'est de la donnée. Ils ont compris que ça serait utile. Bon, après, on ne sait pas encore ce qu'ils vont en faire, et sans doute eux non plus, mais ils ont un petit peu d'avance puisqu'ils sont en train de piller complètement l'Afrique de ces données. Alors, quand je dis piller, c'est que de toute façon, les données européennes sont aux États-Unis, donc les Américains ont les données des États-Unis et les données de l'Europe, et les Chinois sont en train de mettre le grappin sur les données africaines. Alors là, il y a un vrai challenge, ça c'est la première chose, et il y a un vrai challenge pour que ces données soient open. Pourquoi ? Parce que ce qui est intéressant dans la planification urbaine, c'est que la donnée soit libre d'accès. Très longtemps, on a cru que l'homme riche était celui qui possédait les données. Aujourd'hui, l'homme riche, c'est celui qui donne les données. Donc, il faut libérer ces données. Il faut qu'on ait accès à tout. Après, il y a des sociétés qui vont s'en saisir pour faire des logiciels. Bon, ça, ils vont faire payer. Il y a de l'intelligence là derrière, il y a de la structuration de la donnée. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si on veut avancer dans ces questions de planification, on doit rendre cette donnée ouverte, parce qu'il n'y a pas de données. Si je reprends le parallèle avec la Suisse, je prends toujours la Suisse, parce que c'est ce que je connais le mieux, puisque j'en viens. On a eu toute la phase exhaustive des recensements, hein. Tous les 10 ans, on allait compter dans les familles tous les gens qui habitaient. Et voilà. Et on est passé sur une phase de sondage aujourd'hui, puisqu'on s'est dit que c'était un peu trop cher de faire des recensements exhaustifs. Et puis voilà, donc toutes ces mutations dans la manière d'appréhender les données, elles n'ont pas eu lieu en Afrique, parce que les recensements, c'est un peu aléatoire, les sondages, ils sont quasiment inexistants. Et donc, la question de la donnée numérique est beaucoup plus importante sur le continent africain qu'en Europe, en tout cas qu'en Suisse, où finalement
mes données de la téléphonie mobile à Lausanne, j'apprends rien de plus. On a des senseurs partout dans la route, on a des caméras partout. Donc, ça ne va pas m'apprendre grand-chose de plus. C'est un gadget, mais je ne vais rien faire. En Afrique, il n'y a pas de données. Donc, c'est, à un moment donné, des nouvelles données qui viennent sur le marché. Et là, je me situe très clairement je me mets très clairement dans la peau du chercheur. Il y a un véritable challenge pour que ces données soient ouvertes et qu'on puisse s'en saisir. Et ceux qui vont s'en saisir, si elles ne sont pas ouvertes, ce sera les grandes sociétés. Donc je reviens sur ce que vous disiez. Et c'est ça le risque. C'est que si on veut à un moment donné pouvoir voir émerger des sociétés et des inventions locales ou n'importe, peu importe si on vient de Ouagadougou ou de Marseille, c'est égal. C'est simplement qu'on libère les données, on les laisse libres, puis après, à votre bon cœur, monsieur, dame, faites vos logiciels. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est le contraire. C'est une privatisation des données où, si vous voulez commencer à comprendre, il faut négocier avec Google pour avoir accès à telle et telle donnée. Donc, il faut différencier la donnée brute et l'utilisation qu'on en fait. Tout à fait. Si on résume, du coup, en fait, on voit qu'il y a des processus locaux, à la fois en termes d'innovation, de reverse innovation, locale, etc., d'une part. D'autre part, une création de plus en plus rapide. Vous avez peu mentionné jusqu'à maintenant les pouvoirs publics, que ce soit les pouvoirs municipaux ou les pouvoirs nationaux. Comment est-ce que vous voyez, juste pour terminer, les perspectives, alors d'une part pouvoir public d'un côté, mais aussi d'autre part potentiellement le secteur privé qui n'est pas forcément du secteur numérique, qui peut aussi avoir à sa disposition potentiellement certaines données ou accès à certains types d'usagers et citoyens. Comment vous voyez les perspectives pour eux pour pouvoir utiliser ce numérique pour, d'une part, le développement économique, aussi le développement social, pour terminer rapidement. Alors, bon, on est toujours... avec le numérique, il y a un grand problème, c'est que les gens qui aujourd'hui sont des décideurs et qui prennent des décisions sur le numérique ne sont pas nés avec le numérique. Et ouais. Donc, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Mon fils de 5 ans, il a sa tablette. Alors, je ne dis pas que c'est bien, hein, mais c'est une réalité. Et donc, lui sera né avec le numérique. Voilà. Et donc, là, il y a un gap quand même qu'il faut à un moment donné pouvoir dépasser. Et ce n'est pas si évident que ça, puisque c'est des choses qu'on ne comprend pas. Si vous regardez dans les jeunes générations, je pense que dans la salle, quand il y a un certain nombre d'entre vous regardent encore la télévision, avec les vraies chaînes de télévision. Bon, j'en fais partie, hein. Quoique maintenant, de plus en plus, je regarde Netflix. Donc, c'est déjà plus tout à fait pareil. Et les plus jeunes, la chaîne qu'ils regardent, c'est YouTube. Voilà. Et donc, il y a un changement là derrière que nous, on ne comprend absolument pas. Parce que quand nous, on parle de télévision, on a tous en tête TF1, France 2, France 3, et enfin, télévision suisse romande aussi. Ne l'oublions pas, c'est la 8. Donc, on a ça en tête. Mais quand un jeune parle de numérique, lui, c'est YouTube. En 2013, 1,2% de l'énergie, de l'électricité mondiale a été utilisée pour regarder des vidéos YouTube. 1,2% de l'énergie mondiale en 2013. C'est considérable. Et donc, c'est difficile pour nous, et je me mets dedans, de prendre des décisions qui sont intelligentes par rapport à ce numérique. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait simplement pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Moi, je rêvais d'être sur Snapchat, mais dans ma génération, il n'y a personne qui est... Donc, je me retrouve tout seul. Et donc, les réseaux sociaux, oui, moi, je suis sur Twitter, c'est un truc de vieux. Je suis sur Facebook, parce que c'est un truc de vieux. Je suis sur LinkedIn, parce que c'est un truc de très vieux et de dirigeants, bien sûr. Mais Snapchat, je ne peux pas y mettre les pieds parce que je suis tout seul. Enfin, je suis tout seul, je peux être avec mon petit voisin de 12 ans, mais j'ai aucun intérêt. Bon, donc... Il y a là derrière, au-delà de la boutade, des vraies questions et des vrais questionnements là derrière. Et c'est qu'à un moment donné, les dirigeants qui doivent prendre des décisions ne sont pas en phase avec la compréhension du monde dans lequel ils vivent. Et ça, c'est extrêmement difficile. Après, ce que je trouve intéressant dans le numérique, c'est que ça redistribue un peu les cartes et que, on le voit, les gens sont, et les gouvernements et les pouvoirs publics sont un peu à la traîne, donc ils doivent commencer à se mettre à niveau. Je prends juste un exemple pour finir, parce que je vois que j'ai dépassé de 3 minutes 07. Les MOOC. Bon, j'ai été invité une fois, il y a très longtemps, donc il y a 2 ans et demi, pour parler au Togo par un professeur. Il dit « Venez devant mes étudiants, on va
présentez vos cours en ligne. Alors je commence, puis il y en a un ils étaient une cinquantaine, et il y en a un, à un moment donné, il y en a un qui dit « Mais je m'excuse, monsieur, mais on suit tous le cours de monsieur Chenal. » Et donc le professeur avait en face de lui des étudiants qui suivaient son cours d'introduction à la planification et mon cours en même temps, et il ne le savait absolument pas, et tous ces étudiants me connaissaient. Et ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va lever la main et lui va dire « Oui, monsieur, mais monsieur Chenal, il ne dit pas ça dans son cours en ligne. » Et donc, ça a mis une pression sur mes collègues enseignants, vous n'imaginez même pas à quel point. Et c'est ce qui va se passer avec l'administration, c'est qu'à un moment donné, il faudra courir derrière et ça va mettre la pression. Et je prends un exemple de cette pression. Il y a un chef d'État qui, avec la rente pétrolière, bon, maintenant ça a un peu chuté, mais avait acheté des MiG à ses amis parce qu'il y avait des rebelles qui voulaient l'enlever du pouvoir. Et on a dit, il a acheté des MiG, et il a dit non, c'est pas vrai, et c'est resté comme ça. Sauf que Google avait pris sur l'aéroport une photo qui était récente où on voyait 2 MiG. Et donc on a vu que finalement, il avait acheté ces avions de combat. Et ce qui veut dire aussi que l'information, elle circule différemment et on doit comprendre ce genre de choses. Et donc, les pouvoirs publics aussi doivent prendre en compte le fait que c'est plus comme avant. Il ne suffit pas de dire non, j'ai pas acheté d'avion de combat pour que l'ensemble de la population soit d'accord. Et, maintenant, on a des possibilités de vérification ou des données qui viennent et qu'on ne maîtrise pas. Et donc, je pense que les pouvoirs publics sont très en retard par rapport à ça, et à un moment donné, il faudra qu'ils se mettent à jour comme les professeurs d'université quand les étudiants suivent mes cours et pas les leurs. Très bien, merci beaucoup. Donc, dualité de la Smart African City, on a vu finalement pas tant une dualité, pas nécessairement en tout cas entre pratiques formelles et informelles comme on pouvait s'y attendre initialement, des dualités en termes de local global, des dualités en termes de différences générationnelles. En revanche, finalement, je dirais que si on doit en retirer une idée, c'est que finalement les constats qu'on peut faire sont certes africains, mais ils sont aussi suisses et français, et qu'il y a sans doute des changements et des mouvements qui là dépassent largement les frontières, et y compris les niveaux de développement. Merci. Merci. Merci Jérôme et merci Laure pour cette discussion passionnante. Comme précédemment avec Abdou